Bonjour tout le monde. Nous avons publié sur le blog La Menace Théoriste l'article d'un doctorant en médecine qui fait sa thèse sur une maladie infectieuse, c'est Maxence Wafik. Et j'ai pensé qu'en faire une version vlog pouvait aider à en faire connaître le contenu. Donc je répète, je ne suis pas l'auteur des mots que je vais prononcer, ce sont ceux de quelqu'un qui travaille sur le sujet. Ce papier est né d'une volonté de vulgariser un article publié à destination des médecins généralistes belges. En effet, la pandémie actuelle nous touche tous et le débat autour de ces stratégies thérapeutiques a quitté, pour le meilleur et pour le pire, la sphère des experts pour s'immiscer dans le débat public. À ce titre, il semblait pertinent de donner au plus grand nombre les clés d'analyse de ces études qui ont fait couler tellement d'encre. Il s'agit d'une tâche difficile dans la mesure où leur figure de proue, en se positionnant directement contre la méthode scientifique, a rendu inaudible une partie des critiques qui lui sont adressées. Aussi, disons-le d'emblée, l'objectif ici n'est pas de couper les cheveux en quatre pour démonter deux études qui, malgré quelques défauts, seraient le mieux qu'on puisse faire dans le contexte d'urgence. Car ces études n'ont pas juste quelques défauts, elles sont à ce point mal construites et mal analysées qu'aucune conclusion ne peut en être tirée et que des soupçons d'inconduite scientifique sont légitimes. Quelques mots sur l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine est un médicament bien connu. Initialement utilisé pour tuer le parasite responsable de la malaria, il est également utilisé depuis des années pour les maladies rhumatismales chroniques en raison de ses propriétés immunomodulatrices. Cet effet de modulation du système immunitaire pourrait être intéressant pour le Covid-19, sachant que les formes sévères semblent être liées à une hyperactivation du système immunitaire. En outre, l'hydroxychloroquine présente une activité in vitro sur le SARS-CoV-2, le virus à l'origine de la COVID-19, à deux niveaux. 1. Elle est capable d'empêcher le virus de se multiplier, et ce, à des doses plus faibles que la chloroquine dont elle est un dérivé. Et 2. Elle empêche la pénétration du virus au sein de la cellule par deux mécanismes différents, en modifiant les récepteurs auxquels le virus se lie et en empêchant la fusion du virus avec la membrane cellulaire. Ajoutons à cela que son profil de sécurité est bien connu, vu sa présence depuis des décennies dans notre pharmacopée, et que son coût est faible, ce qui est précieux en cas de pandémie, notamment vis-à-vis des pays aux ressources plus limitées. Dit comme ça, l'hydroxychloroquine semble miraculeuse et c'est sans doute ce qui avait permis d'affirmer qu'elle représentait une fin de partie dans notre lutte contre le Covid-19. Toutefois, l'enthousiasme légitime provoqué par cette molécule doit être tempéré. En effet, si des effets antiviraux ont été montrés in vitro depuis les années 60 pour la chloroquine, aucune infection virale n'a jamais été traitée avec succès chez les humains, à ce jour, par cette molécule. Par ailleurs, la pathogénie du Covid-19 est encore méconnue. Et à ce titre, les effets immunitaires de l'hydroxychloroquine sont imprévisibles et on ne peut exclure qu'ils pourraient aggraver la maladie, comme cela avait été le cas lorsqu'on avait essayé de s'en servir contre le chikungunya. Seuls des essais cliniques rigoureux permettront de trancher la question. Résumé des études marseillaises. La première étude comportait un groupe contrôle, c'est-à-dire des patients qui ne reçoivent pas la molécule, et portait sur 42 patients. 26 patients traités et 16 patients témoins. L'objectif primaire, qu'on appelle outcome primaire, était de savoir si le virus est encore détectable au jour 6 jours après le début du traitement. 6 patients ont été exclus de l'analyse et tous étaient dans le groupe hydroxychloroquine. Les raisons de cette exclusion étaient un transfert en soins intensifs pour 4 d'entre eux, dont un décès, une sortie prématurée de l'hôpital et un arrêt de traitement pour nausées. Au jour numéro 6, 70% des patients hydroxychloroquine avaient une PCR négative contre 12,5% des patients témoins. La différence est significative. Petite note technique, la PCR, Polymerase Chain Reaction, est une technique permettant de mesurer la quantité d'ADN ou d'ARN présente dans un échantillon. Pour ce faire, l'ARN est lié à une sonde fluorescente et amplifié à chaque cycle de la machine jusqu'à ce que la fluorescence devienne détectable. En pratique, plus cette valeur est élevée et moins il y avait d'ARN dans l'échantillon. En effet, s'il faut 30 cycles d'amplification pour détecter l'ARN du virus dans l'échantillon, on comprend qu'il y a moins de virus que si l'ARN devient détectable après seulement 10 cycles d'amplification. C'est cette méthode qui permet de déterminer la charge virale d'un échantillon, c'est-à-dire la quantité de virus présent. Dans le cadre de cette étude, les auteurs ont considéré qu'une valeur seuil supérieure à 35 cycles signifiait que la PCR était négative. Et nous y reviendrons. Revenons aux patients.
6 d'entre eux, traités par l'hydroxychloroquine, ont également reçu de l'azithromycine, et 100% de ces 6 patients avaient une PCR négative au jour 6, contre 57,1% des patients sous hydroxychloroquine seuls et 12,5% des patients témoins. Les auteurs ont donc conclu que le résultat était prometteur et que tous les patients devraient être traités par la combinaison hydroxychloroquine plus azithromycine afin de guérir la maladie et de réduire la transmission. La deuxième étude, présentée comme observationnelle, a suivi 80 patients sous hydroxychloroquine plus azithromycine sans groupe contrôle. 3 outcomes primaires ont été étudiés. 1. Le besoin en oxygène ou le transfert en soins intensifs après 3 jours de traitement. 2. La contagiosité déterminée par une PCR négative. Et 3. La durée d'hospitalisation. Au niveau clinique, 65 patients, 81,1%, sont sortis de l'hôpital. 15% ont eu besoin d'oxygène, 3 patients ont dû aller en soins intensifs et 1 est décédé. La durée moyenne d'hospitalisation était de 4,6 jours. Au niveau virologique, 83% des patients étaient négatifs au jour 7 et 93% au jour 8. Au jour 10, 2 patients étaient encore positifs. Il conclut que cette étude confirme l'efficacité de leur association dans le traitement du Covid-19 et la réduction de la contagiosité. Analyse des études. Ne tournons pas inutilement autour du pot, rien ne va dans ces études. Dans un souci de concision, nous ne soulèverons que les 3 problèmes les plus graves, le design, le choix d'outcome et l'analyse statistique. Pour celles et ceux qui désiraient plus de détails, l'analyse complète est disponible en PDF, le lien est dans la description. Vous verrez que le texte aborde d'autres problèmes, comme par exemple l'éthique douteuse des études. D'abord, le design. C'est le reproche qui a été le plus souvent souligné, alors on ne va pas s'y attarder. Le design ne permet simplement pas de prouver l'efficacité du traitement, même si tout le reste avait été bien fait, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que la première étude n'a pas de vrai groupe contrôle et n'est pas randomisée, tandis que la seconde n'a pas de groupe contrôle du tout. Tout l'art d'un essai clinique est d'essayer de réduire au maximum le rôle du hasard et des facteurs environnementaux pour pouvoir tirer des conclusions. À cette fin, l'utilisation d'un groupe contrôle est indispensable, a fortiori lorsqu'on étudie une maladie dont la majorité des patients guérissent spontanément. Mais faire 2 groupes n'est pas suffisant. Il faut être sûr qu'ils soient comparables et c'est là qu'intervient la randomisation. En effet, si le groupe A était composé de jeunes en parfaite santé et le groupe B de personnes âgées avec de nombreuses comorbidités, autrement dit des maladies déjà présentes chez le patient, on ne pourrait pas juste expliquer une différence entre les 2 groupes par le fait qu'un des 2 a reçu un médicament puisque d'autres facteurs jouent également. La randomisation a donc pour but de faire en sorte que toutes les variables qui influent sur l'évolution de la maladie soient les mêmes dans les 2 groupes. Cela est d'autant plus important dans une maladie comme le Covid-19 où nous ne connaissons pas encore la totalité de ces variables. Sans randomisation, on ne peut donc exclure que d'autres facteurs que le traitement aient mené à une différence entre les 2 groupes. Et face à un tel problème de santé publique, on doit être sûr de ce qu'on fait. Le choix d'outcome. Choisir comme outcome principal le fait que la PCR soit négative à un moment donné n'a pas d'intérêt. En effet, chez un même patient, les résultats peuvent être négatifs un jour, positifs le lendemain, puis négatifs à nouveau le surlendemain. Les patients négatifs à J6 auraient donc pu redevenir positifs à J7, et ce fut d'ailleurs le cas d'un des patients sous hydroxychloroquine plus azithromycine qui, de l'aveu des auteurs, est redevenu positif à J8. Un outcome virologique plus intéressant aurait été de comparer le temps nécessaire pour que les PCR deviennent négatives plusieurs jours de suite, pour voir si ce temps était plus court chez les patients recevant un traitement. On aurait dès lors pu conclure avec plus de fiabilité si les patients étaient contagieux moins longtemps avec le protocole marseillais. Une autre possibilité aurait été d'étudier réellement la charge virale en donnant des résultats chiffrés plutôt que de se limiter à un seuil positif-négatif dans l'analyse. Ce qui ignore totalement que les différents participants n'avaient pas la même charge virale de base en début d'étude. Une charge virale, par définition, est une valeur chiffrée, quantitative. La transformer en une valeur qualitative, oui-non, fait perdre des informations précieuses. Comme si on distinguait les gens en petits versus grands, qualitatifs, plutôt que de donner leur taille en centimètres, quantitatif. En pratique, on ne considère donc jamais qu'un résultat de PCR négatif soit seul suffisant pour considérer le patient guéri. On prend en compte d'autres facteurs comme son état clinique,
les scanners pulmonaires, etc. Pour bien comprendre cela, signalons simplement que le patient décédé dans la première étude avait une PCR négative la veille de son décès. Difficile de considérer que c'est une guérison. Mais il y a plus interpellant. Les auteurs de l'étude avaient initialement prévu que l'outcome primaire soit le pourcentage de PCR négative à J1, J4, J7 et J14. Et ils ont changé d'avis en cours d'étude sans aucune explication. Les résultats étaient-ils moins bons à J7 qu'à J6? On ne saura jamais. Cette pratique, appelée outcome switching, qu'on pourrait traduire par déplacement des buts, est un énorme problème d'éthique de la recherche et de fiabilité des données. Imaginons que je désire mettre au point un médicament contre la fièvre et que je décide, à l'avance, de définir la fièvre comme une température supérieure à 38 degrés. Pas de chance, mon médicament ne parvient en moyenne qu'à faire chuter la température à 38,2. Si je suis honnête, je considère que le médicament n'est pas efficace par rapport aux critères que j'avais fixés à l'avance. Si j'ai vraiment envie de publier quelque chose, je n'ai qu'à modifier la méthode pour définir la fièvre comme étant une température supérieure à 38,5 degrés. Magie, mon médicament est désormais efficace. C'est ça, l'outcome switching. Et c'est pour ça que la pratique est aussi grave. Toujours dans le registre de l'outcome switching, la première étude devait initialement évaluer si la mortalité était inférieure dans le groupe traitement par rapport au groupe contrôle. Problème, il n'y a eu qu'un seul décès, et il a eu lieu dans le groupe traitement. Les auteurs ont donc choisi d'exclure le patient et n'ont plus jamais reparlé de cet outcome qu'ils avaient prévu d'évaluer avant le début de l'étude. On comprend bien que l'histoire racontée aurait été radicalement différente si les auteurs s'en étaient tenus à leur protocole initial. 100% des décès ont eu lieu dans le groupe traitement, c'est plus honnête, mais c'est moins vendeur. L'analyse statistique. Donc la méthodologie est mauvaise, voire potentiellement malhonnête, mais qu'en est-il des données et de leur analyse? Ce n'est hélas pas mieux. Premièrement, parlons des 6 patients exclus de l'analyse. Ceux-ci représentent 23,1% du groupe traitement, ce qui est énorme et risque de fausser l'analyse. Une analyse dite en intention de traiter, c'est-à-dire qui prend en compte toutes les personnes qui ont reçu le traitement, aurait permis d'éviter cela et aurait été plus honnête vu le sort des patients exclus. Tout le monde peut mettre au point un traitement révolutionnaire s'il retire de son analyse les patients dont l'état s'est aggravé. Mais ce n'est pas le pire. En effet, alors que l'objectif était de savoir si les PCR étaient négatives à J6, tout le monde n'a pas été testé à J6. 5 des 16 patients contrôle n'ont pas été testés à J6 et les auteurs ont considéré qu'ils étaient encore positifs. Dans le même ordre d'esprit, un patient du groupe traitement n'a pas été testé à J5 et J6 et il a été considéré comme négatif. Autrement dit, lorsque les tests n'étaient pas réalisés, les auteurs ont extrapolé les résultats en considérant que les patients traités étaient guéris et que les patients non traités ne l'étaient pas. Ça s'appelle de la triche. Avec ça, le bac, vous l'avez pas. C'est de la triche. Des statisticiens ont refait l'analyse des données en excluant les patients qui n'avaient pas été testés. Résultat, l'effet de l'hydroxychloroquine est désormais anecdotique avec un niveau de preuve, je cite, valant à peine une mention. Pour ce qui est de la combinaison hydroxychloroquine-azithromycine, les auteurs surestiment très largement l'efficacité de cette bithérapie à partir de leurs propres données. En effet, une autre équipe de statisticiens a montré qu'ils avaient comparé la bithérapie directement au groupe contrôle plutôt qu'à la monothérapie. Or, si l'on veut évaluer l'intérêt d'ajouter une deuxième molécule, il est plus pertinent de comparer ce groupe qui a reçu les 2 traitements à celui qui n'en a reçu qu'un. Procéder comme les auteurs revient à comparer les gens qui prennent du Doliprane avec de l'eau sucrée aux gens qui ne prennent pas de Doliprane et conclure que la combinaison Doliprane plus eau sucrée est efficace pour faire baisser la température. 2 équipes de statisticiens ont donc refait l'analyse en comparant directement la combinaison hydroxychloroquine plus azithromycine à hydroxychloroquine seule. Et là, surprise, l'effet de la combinaison n'est pas statistiquement significatif. La deuxième étude, de son côté, a simplement prouvé que les gens guérissaient au fil du temps, ce qui est attendu vu les 92% de formes légères de l'échantillon. En effet, 90% des patients avec une forme modérée ont une PCR négative dans les 10 jours suivant l'apparition des symptômes, et ce, sans recevoir aucun traitement. Conclusion, ces 2 études ne permettent aucunement de savoir si le traitement proposé est efficace.
L'argument de l'urgence ne peut pas tout justifier, sachant que les 3 problèmes principaux relevés ici auraient pu être corrigés sans prendre plus de temps. En outre, ne pas être plus avancé sur l'efficacité d'un traitement après des études signifie que les études en question étaient une perte de temps et de ressources, ce qui contredit l'argument de l'urgence. L'hydroxychloroquine sera peut-être efficace, mais il faudra attendre que des études ultérieures le démontrent. La combinaison hydroxychloroquine-azithromycine, de son côté, n'est même pas appuyée par les données des études marseillaises, ne bénéficie pas du même faisceau d'éléments in vitro que l'hydroxychloroquine et présente un danger non négligeable au niveau cardiaque. Cette piste n'est donc pas si prometteuse que cela, et il est logique que des études telles que Solidarity ou Discovery ne l'envisagent pas. Dans tous les cas, la communication grandiloquente autour de ces études a déjà eu des conséquences en termes d'empoisonnement à la chloroquine ainsi que de pénurie pour les patients en ayant réellement besoin. Et l'on ne peut pas exclure que cela ait fait pire que mieux pour les nombreux patients qui en ont reçu. Cela illustre malheureusement qu'en période de crise, nous avons besoin de notre esprit critique et de notre rigueur, sans doute plus encore qu'en temps normal. J'ajoute un mot personnel. Si jamais il s'avère que ce traitement-là est le bon, qu'il faut l'utiliser dans un maximum de cas, alors faire des études toutes pourries comme celles qu'on vient de voir, en réalité, ça a empêché des médecins d'être convaincus et ça a empêché que des patients reçoivent le traitement qu'ils auraient dû recevoir. Travailler mal comme ça fait perdre des chances à un nombre de patients assez important. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser les mandarins expliquer à tout le monde que la méthode, c'est bon pour les autres, que eux, ils savent ce qu'ils doivent faire et qu'il faut les écouter. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça ne peut plus marcher comme ça, et il faudrait que les praticiens le comprennent, et je pense que la majorité l'ont compris, mais la majorité n'ont pas accès aux médias, la majorité ne prétend pas être plus fort que tout le monde, et la majorité utilise la méthode scientifique qui est celle qui garantit le plus de sécurité, le plus de réponses fiables pour tout le monde. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous penserez que l'article et la vidéo sont utiles et méritent d'être partagés parce que nous, on ne peut pas faire grand-chose de plus, on n'est pas sur le terrain. Donc, grand soutien aux gens qui sont dans les hôpitaux en ville, au contact des malades et qui sauvent des vies. Voilà, c'est important.